Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, il n'y a rien de plus beau que la vie. Et aimer la vie comme je l'aime, c'est vouloir qu'elle soit la plus belle possible jusqu'à sa fin. Il n'y a rien de plus beau que la vie, mais il y a parfois pire que la mort. Oui, il y a encore pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une inexorable agonie. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'un océan de souffrance que rien ne peut apaiser. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une survie hurlante dont la seule espérance est celle de l'ultime délivrance. Qui parmi nous n'a jamais été confronté dans sa vie à cette question existentielle? Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Cette question, nous ne devons pas l'occulter. Au contraire, nous devons l'aborder avec respect et humilité. Le respect d'écouter les malades et de ne pas s'arroger le pouvoir de décider pour eux-mêmes. L'humilité de ne pas prétendre avoir la vérité. L'humilité d'avoir des convictions mais pas de certitude. Certitude qui se fracasse d'ailleurs parfois sur la réalité d'expériences personnelles et douloureuses et qui bouleverse alors souvent les points de vue sur la fin de vie. Au fil des ans et des lois, depuis 1999 jusqu'à 2016, 2 droits essentiels ont été conquis. Le droit de ne pas souffrir, en obtenant que la souffrance ne soit plus considérée comme inévitable et encore moins nécessaire. Et le droit de ne pas subir, en obtenant le droit de dire non à l'acharnement thérapeutique, de dire stop à l'obstination déraisonnable. Cela semble aujourd'hui être des évidences. Cela ne l'était pas il n'y a pas si longtemps. Notre devoir est donc de faire de ces droits une réalité, partout et pour tous. Cela passe par le renforcement et le développement massif des soins palliatifs qui sont la réponse principale. Mais comme toute médecine humaine, et malgré le professionnalisme et le dévouement des soignants, ils sont dans certaines circonstances démunis face à certaines souffrances réfractaires ou insupportables. Et c'est pour cela que ce texte propose un ultime recours, celui d'une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie, mais qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. Une réponse principale et un ultime recours. 2 propositions de loi qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. C'est sur cette conviction que repose ce texte sur le droit à l'aide à mourir dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur général. Un texte qui a été largement adopté en commission par les 2/3 des députés. Un texte qui est solide et équilibré. Un texte qui est solide car équilibré. Et je veillerai en responsabilité à ce qu'il le reste. Un texte, enfin, qui porte nos valeurs républicaines. Oui, c'est une loi de liberté. La liberté de disposer de sa mort, à l'image de la liberté de disposer de son corps que nous avons sanctuarisé dans notre Constitution. Oui, c'est une loi d'égalité qui permettra de ne plus avoir à s'en remettre à la clandestinité ou à l'exil pour éteindre la lumière de son existence. Oui, c'est une loi de fraternité. La fraternité d'accompagner chacune et chacun jusqu'au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté. Alors, mes chers collègues, à l'orée de nos débats, je forme un double vœu. Le vœu que nous saurons collectivement nous montrer à la hauteur de l'exigence de respect et de dignité qui s'impose à nous tous, et comme cela a été le cas en commission. Et je forme aussi le vœu que la représentation nationale soit à l'unisson de la nation, qu'elle soit à l'unisson d'une immense majorité de Françaises et de Français qui aspirent à pouvoir mourir comme ils ont voulu vivre, dans le respect de leur volonté, dans le respect de leur dignité et dans le respect de leur liberté. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. La parole est à présent à madame Brigitte Lizaud, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre Catherine Vautrin, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales Frédéric Valletoux, Monsieur le rapporteur général Olivier Falorni, Madame et Messieurs les rapporteurs, parce que nous allons étudier aujourd'hui un texte qui porte l'espoir de millions de Français, il nous faudra répondre à l'attente d'une société qui regarde la fin de vie avec lucidité, courage et espoir. Parce que ce texte est dans le prolongement des lois fondatrices qui ont permis de lutter contre l'acharnement thérapeutique et de mieux prendre en considération la volonté des malades, nous leur devons une réponse claire. Parce que les travaux du Conseil économique, social et environnemental sont sans équivoque, plus de 75% des citoyens se déclarent favorables à la possibilité, dans des conditions strictes, de recourir à une aide à mourir, ce chiffre ne peut pas rester sans écho dans cet hémicycle. Parce que lorsqu'une telle majorité de nos concitoyens s'exprime avec clarté, notre responsabilité de législateur est d'écouter et d'agir. Parce que je pense à ces hommes, à ces femmes, à leurs familles, leurs soignants, parfois désarmés, nous ne pouvons plus détourner le regard et différer nos responsabilités. Parce que ce texte n'est pas un recul, mais au contraire, une avancée pour une société qui, dans ses derniers instants, choisit encore l'humanité. C'est le sens des 4 premiers articles du texte que je rapporte. L'article 1er, inchangé en commission, adapte le Code de la santé publique en modifiant le titre de son chapitre 1er pour y intégrer pleinement la fin de vie. L'article 2 introduit la définition de l'aide à mourir. L'article 3, également inchangé en commission, précise que le droit d'avoir une fin digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance, reconnu par le Code de la santé publique, comprend celui d'accéder à l'aide à mourir. Enfin, l'article 4 fixe les conditions strictes et précises qui encadreront l'exercice de ce nouveau droit. Cet article 4 pose 5 conditions cumulatives. Conditions cumulatives car notre volonté est claire. Poser un cadre rigoureux, éviter toute dérive et surtout garantir le respect absolu de la volonté libre et éclairée de la personne. Pour cela, il faut être âgé d'au moins 18 ans, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection, et enfin et surtout, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Dans son avis du 6 mai 2025, la HAS précise qu'il n'existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à moyen terme, que la notion de phase avancée n'est pas une donnée temporelle et s'appuie sur une logique plus large, dont la logique d'anticipation, un processus continu de discussion, de la pluridisciplinarité et une attention individuelle portée à la personne et à sa souffrance. Les dispositions de la présente proposition de loi s'inscrivent parfaitement dans une telle logique. Tout au long des travaux en commission, j'ai défendu une position d'équilibre, car il ne s'agit en aucun cas de banaliser la mort, encore moins de fragiliser notre modèle de soins. Il s'agit d'ouvrir, dans des circonstances exceptionnelles, une voie d'apaisement. Un choix strictement encadré, profondément accompagné, mûrement réfléchi. Un choix de liberté dans les ultimes instants. Alors, parce qu'on ne choisit pas ses douleurs physiques,
En direct sur BFM2 pour parler de ces propositions de loi autour de l'aide à mourir et des soins palliatifs avec Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. On va parler un petit peu plutôt de l'angle politique, voir un peu ce qui va se passer dans l'hémicycle parce que on va commencer par ça. Les votes ne sont pas, on va dire qu'il n'y a pas de consensus au sein des différents groupes. Chacun sera libre de voter ce qu'il veut. Oui, alors les discussions commencent à partir de cet après-midi. Là, on voit les images à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle la discussion générale. Ça veut dire que chaque groupe politique va présenter un petit peu son point de vue. On va entendre également le gouvernement. Et c'est vrai, ce qui est assez spécifique sur ce projet de loi, c'est qu'en fait, chacun et chacune va pouvoir voter en son âme et conscience. Souvent, sur les textes, vous avez une discipline de groupe qui va être imposée. Mais là, c'est un sujet souvent très personnel qui peut toucher à des choses intimes, suivant peut-être ce que vous avez vécu dans votre vie privée, votre vie familiale. Et donc, dans tous les groupes, il y a une liberté de vote, y compris dans le groupe qui défend en premier ce texte. C'est le groupe MoDem avec le député Olivier Falorni. Donc chacun et chacune va pouvoir voter comme il le souhaite, tout à fait. On a une idée un petit peu des tendances ou pas du tout? C'est vraiment très aléatoire. Alors on a quand même une idée. Il y a des groupes politiques où on sait qu'il y a un fort consensus. Je pense par exemple au groupe socialiste ou au groupe La France Insoumise. On sait qu'il y a des groupes un peu plus divisés et un peu plus réticents. Je pense par exemple aux Républicains ou au Rassemblement national. Il y a eu une tribune ce week-end, notamment du député LR Philippe Juvin, qui est médecin anesthésiste de formation, qui a expliqué pourquoi il était contre ce projet de loi sur l'aide à mourir. Et quand vous discutez avec des députés LR, beaucoup vous disent qu'ils sont assez proches de cette tendance-là. C'est-à-dire des gens qui estiment que le projet de loi là, qui va être, la proposition de loi qui va être débattue à l'Assemblée n'est pas assez restrictive, qu'on ne mettrait pas assez, je cite, de garde-fous sur l'aide à mourir. Alors on va recontextualiser un petit peu. L'aide à mourir, c'est un sujet qu'on a sur la table depuis 2022. Il y a une convention citoyenne qui a été créée par Emmanuel Macron autour de ce sujet. Ça a été interrompu en quelque sorte par la dissolution. Et ce texte revient à l'Assemblée pour justement une nouvelle fois débattre autour de ces propositions de loi. C'est des textes plus restrictifs. En quoi ça va être plus restrictif, ces textes-là, par rapport à ce qui avait été pensé précédemment? Alors d'abord, il y a deux choses sur la table à l'Assemblée nationale. Il y a d'abord une première proposition de loi qui est sur les soins palliatifs. Ça, il y a un vrai consensus là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de départements qui n'ont aucun centre de soins palliatifs, aucun service spécifique. Donc l'idée de cette proposition de loi, c'est qu'on puisse aller beaucoup plus loin sur les soins palliatifs, notamment dans les départements qui n'ont pas la possibilité d'y avoir recours. Ça, c'est la première chose. Et donc la deuxième proposition de loi, c'est sur l'aide à mourir. Vous le disiez, il y a eu la convention citoyenne. Emmanuel Macron s'était engagé à reprendre les propositions. Et là, en fait, aujourd'hui, il y a eu des travaux en commission qui ont un petit peu restreint ce qui avait été mis sur la table initialement. Le député qui le portait voulait donc une aide active à mourir pour, je cite, les affections graves et incurables qui engagent le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et la possibilité que soit le médecin, soit la personne malade puisse administrer ou s'administrer elle-même une substance létale. Ce matin, sur BFM TV, il y avait la ministre qui chapeaute le dossier, Catherine Vautrin, qui a expliqué qu'elle souhaitait mettre des garde-fous, c'est son expression, encadrer ce sujet-là. Alors, ce qu'elle compte faire, elle, d'abord, c'est faire en sorte que ce soit seulement le patient qui puisse s'administrer une dose létale de médicaments. Donc, sous-entendu, on laisse un petit peu les médecins, les soignants sur le côté. En dehors de ça, c'est la première chose. Et elle voulait également cadrer beaucoup plus le registre pour lequel on pouvait accéder à cette aide active à mourir. Elle propose qu'on puisse accéder à ça quand on est dans un processus irréversible de la maladie, marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte notamment la qualité de vie. Donc vraiment, l'idée, c'est que la personne soit très très proche de la mort et que sa qualité de vie soit très amputée, très abîmée par sa maladie. Ça, c'est vraiment ce qui a été proposé. Si elle a mis ça sur la table, Catherine Vautrin, c'est avec l'espoir que peut-être ces garde-fous puissent convaincre certains qui sont encore un petit peu réticents à l'Assemblée. C'est quand même pas gagné. Parmi les éléments qui pouvaient poser problème, certains disent c'est dommage, cette décision, elle ne sera pas prise collégialement par des médecins. Ça, c'est le premier sujet. Donc, peut-être que le gouvernement va proposer de mettre ça sur la table, finalement, lorsque les débats vont avancer. Il y avait aussi la question du délai. Catherine Vautrin, elle a dit qu'on aurait 48 heures pour activer cette aide à mourir. Certains disent 48 heures, c'est quand même
pas beaucoup. On sait qu'on peut parfois être dans des grandes souffrances pendant 1 ou 2 jours, et parfois, notamment quand vous êtes malade en phase terminale de cancer, ça peut être un peu les montagnes russes. Ouais. Un moment où vous êtes beaucoup en souffrance, un moment où ça va un petit peu redescend. mieux. Donc certains disent que 48 heures de délai, c'est quand même assez peu. Donc la question, c'est voilà, est-ce que les députés lâchent un peu de lest? Est-ce que c'est un amendement gouvernemental qui va dans ce sens-là? Toute la question va se poser dans les débats. Et puis également, ce qui inquiète un peu ceux qui sont réticents vis-à-vis de cette proposition de loi, c'est également ce qui s'est passé, par exemple, au Canada et aux Pays-Bas, puisqu'on voit que souvent, on peut avoir des garde-fous très, très précis sur les premiers pans des lois, et au fur et à mesure avancer, élargir un petit peu les disponibilités. Je pense notamment à la question de l'aide assistée pour les mineurs. Ça a été écarté à plusieurs reprises par Emmanuel Macron. Il l'a dit lors des conclusions de la Convention citoyenne. Ce n'est pas du tout aujourd'hui dans l'ordre des propositions de loi. Mais quand on regarde ce qui s'est passé au Canada et aux Pays-Bas, initialement, ce n'était pas du tout dans les textes. Et en effet, ça évolue au fur et à mesure. Et c'est ça qui inquiète beaucoup les gens qui aujourd'hui ont des réticences sur les débats à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a une unanimité au sein du gouvernement sur cette question-là? On l'a dit, c'est quelque chose quand même de très personnel, qui touche à l'intime. Est-ce qu'on a un son de cloche uni qui vient de la part du gouvernement? On sait que, par exemple, François Bayrou, lui, est plutôt défavorable à ce projet-là. C'est aussi tout le problème, c'est qu'en fait, Catherine Vautrin va pas forcément se sentir extrêmement soutenue. François Bayrou, rappelez-vous, alors à l'époque, il n'était pas encore Premier ministre, mais il avait expliqué ne pas vouloir de service public de la mort. Je cite, donc ça donne quand même une idée de ses intentions sur le sujet. Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il était contre. Il a estimé que ce serait une rupture anthropologique. Donc comprendre, ce n'est pas à l'homme ou à la femme de donner la mort, mais à la vie. Vous avez également la porte-parole du gouvernement ce matin, qui a été un petit peu ambiguë, mais qui a expliqué que si elle était encore sénatrice, elle ne sait pas forcément si elle voterait cette loi. Et puis de l'autre côté, vous avez la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui est pour. Vous avez Gérald Darmanin, qui est pour aussi. Donc on sent bien que dans le gouvernement, tout le monde est un petit peu gêné aux entournures. Et toute la question aussi, ça va être à quel point Catherine Vautrin va avoir du soutien politique pour défendre ce texte. Et aujourd'hui, la question, elle reste entière. Ce texte, dans les jours à venir, il va être. Comment ça va se passer? Quel est le calendrier? Ça va être étudié pendant plusieurs jours à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a une date pour un vote? Comment ça va se passer? Alors le vote, c'est le 27 mai. Ce jour-là, on votera sur les 2 sujets, donc à savoir la question du développement des soins palliatifs. On le disait, il y a assez peu de sujets. Et puis du coup, la question de l'aide à mourir. Ça, normalement, c'est le 27 mai. Donc concrètement, là, on a 2 semaines de débat. Le gouvernement assure que c'est suffisant pour avancer. On va le voir, il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés, certains qui ressemblent à des amendements pour freiner les débats. Il y a notamment presque 700 amendements qui ont été déposés par le groupe UDR, vous savez, le groupe d'Éric Ciotti. C'est beaucoup pour un groupe qui a à peine 15 députés. Donc c'est certain que les gens qui sont contre le texte vont déposer beaucoup d'amendements. Ça, c'est le jeu parlementaire. Quand on dit que c'est assez concret sur les soins palliatifs, c'est qu'en principe, ça devrait être assez unanime, ça devrait passer facilement, puisque l'idée de cette deuxième proposition qui passe un petit peu en dessous, celle dont on parle beaucoup de l'aide à mourir, c'est améliorer les soins palliatifs, en développer encore plus. Ça, tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Oui, tout le monde est d'autant plus d'accord que ceux qui sont contre l'aide à mourir disent, voilà, si on permet de mieux traiter la douleur, si on trouve plus de solutions pour des gens qui sont dans une très grande souffrance, on peut se dire que ces gens vont pouvoir aller peut-être au bout de leur vie sans souhaiter qu'on atténue plus rapidement leur souffrance, notamment par l'administration d'une substance létale. Donc oui, ça fait consensus, y compris chez les gens qui sont contre l'aide à mourir, tout à fait. Et donc, du coup, rendez-vous le 27 mai pour vote de cette proposition de loi. Ça devrait se terminer le 27 mai. A priori, ça devrait se tenir le 27 mai. D'ici là, nous, on va évidemment suivre les débats. Il devrait a priori y avoir des échanges assez vifs. C'est souvent également des moments à l'Assemblée nationale où les gens racontent parfois leur vie. On va probablement avoir des députés qui vont peut-être parler de la fin de vie de leurs parents, de la fin de vie peut-être de leurs conjoints, de leurs conjointes. Donc c'est souvent des moments assez intéressants à suivre, parfois très émouvants, parce que vous avez des députés qui fondent un peu l'armure et qui vont raconter qu'ils sont des Français comme les autres, qui peuvent être confrontés au vieillissement de leurs parents, à la maladie de leurs conjoints, parfois de leurs enfants, d'un proche. Donc c'est souvent des débats très intéressants à suivre et très concernants pour tous les Français. Parfait. Merci beaucoup Marie-Pierre. On va justement retourner à l'Assemblée nationale pour continuer de suivre le début de ces débats, on vous le rappelle, sur les 2 propositions de loi concernant l'aide à mourir et les soins palliatifs. Transpartisan, l'article 14 en est l'exemple le plus significatif. Il introduit une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé concernés,
tout en posant un devoir d'information et d'orientation du patient pour qu'il puisse bénéficier de ce droit, quand bien même ils auraient fait jouer cette clause. Par ailleurs, il garantit que toute personne hospitalisée ou résidant dans un établissement social ou médico-social puisse bénéficier de ce droit. Cet article, qui suscitera sans doute des débats dans notre hémicycle, parvient pourtant à concilier la protection des droits des patients avec le respect des convictions individuelles. Comme notre rapporteur général, Olivier Falorni, et comme mes collègues co-rapporteurs, Brigitte Liso, Laurent Panifous et Élise Leboucher, je forme le vœu que nous nous montrions à la hauteur des attentes que nos concitoyens placent dans nos débats et que nous puissions enfin aboutir sur la création d'un droit à cet ultime recours dans le respect de la liberté de chacun. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. La parole est à présent à madame Élise Leboucher, rapporteure de la Commission des affaires sociales pour la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre, chers collègues, c'est avec solennité et humilité que je me tiens devant vous pour ces travaux qui traitent d'une question qui concerne chaque individu, le libre choix de la manière dont nous faisons face aux souffrances de la fin de vie. C'est un débat qui traverse la société française depuis des décennies et dont la société civile s'est toujours pleinement emparée. Différentes lois ont été votées au fil des années pour permettre davantage de liberté aux patients dans le choix de sa fin de vie et dans l'apaisement de ses souffrances. 2002, loi Kouchner, 2005, loi Leonetti, 2016, loi Claes-Leonetti. Avec ces lois, d'autres avant nous ont affirmé l'importance des soins palliatifs, fait interdire l'acharnement thérapeutique et ont légiféré sur la sédation profonde et continue. Toutes ces lois ont un objectif commun, accroître les droits des malades en leur permettant de choisir leur fin de vie. J'ai la conviction que la proposition de loi dont nous débattrons dans les prochains jours s'inscrit dans cet objectif. Le cadre médical actuel ne permet pas de répondre à toutes les situations de souffrance en fin de vie. Les soins palliatifs ne sont pas assez développés. 19 départements, dont le mien en Sarthe, ne disposent pas d'unités en soins palliatifs. Et je me réjouis des débats en commission et de l'application de l'ensemble des collègues en faveur du développement des soins palliatifs. Rendez-vous au vote du PLFSS pour donner corps à cette volonté via des investissements massifs. Pour autant, certaines souffrances, même prises en charge avec les soins adéquats, sont insupportables en fin de vie. C'est pour ces personnes que cette loi ouvrira un nouveau droit, la possibilité de choisir de mettre fin à leurs souffrances réfractaires ou insupportables quand leur pronostic vital est engagé, en phase avancée ou terminale. Les articles 15 à 20 de la seconde proposition de loi concernent le contrôle de la procédure et des dispositions en matière pénale, budgétaire et assurantielle. L'ensemble garantit et sécurise les droits que nous allons ouvrir dans le prolongement des travaux de notre ancienne collègue Caroline Fiat. Ces articles ont été enrichis et consolidés par nos travaux en commission. L'article 15 porte sur la création d'une commission de contrôle et d'évaluation a posteriori des procédures d'aide à mourir. Elle permettra de contrôler la régularité de ces procédures et d'en informer annuellement le gouvernement et le Parlement. La Commission a adopté mon amendement qui ajoute une dimension sociologique et éthique en faisant siéger au sein de cette commission des juristes, des membres d'associations d'usagers et des spécialistes en sciences humaines et sociales aux côtés des médecins. Ainsi, l'expertise la plus solide sera rendue, avec de plus la possibilité pour la Commission de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale si elle l'estime nécessaire. L'article 16 prévoit quant à lui d'inscrire la préparation magistrale létale dans un circuit sécurisé de préparation et de transmission avec un contrôle par la HAS et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Parce que nul n'a le devoir de tout accepter, mais aussi que nul n'a le droit d'imposer sa vérité aux autres en les empêchant d'être libres, une mesure de justice et de protection figure à l'article 17, le délit d'entrave, inspiré de celui pour l'interruption volontaire de grossesse. Ce délit d'entrave n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Il n'empêchera aucun citoyen d'exprimer une opposition personnelle à l'aide à mourir. Dire à un de ses proches en fin de vie qu'on l'aime et que l'on ne souhaite pas le voir mourir ne tombe pas sous le coup du délit d'entrave. Cet article vise à punir le fait de perturber l'accès aux lieux pratiquant l'aide à mourir, ainsi que le fait d'exercer des pressions, des intimidations sur les personnes voulant y recourir ou les soignants la pratiquant, notamment via la diffusion de fausses informations. Par conséquent, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté des associations de prévention du suicide, la liberté des représentants des cultes, le libre travail des psychologues ne sont pas entravés.
Pour que cette loi soit une loi de réelle liberté et d'égalité, l'article 18 permet qu'aucune avance de frais ne soit exigée aux personnes ayant recours à l'aide à mourir. Je me dois de repréciser que bien que les mineurs soient mentionnés à l'article 18, ils ne sont pas éligibles. Prévoir la prise en charge intégrale des frais liés à l'aide à mourir implique de réécrire de manière générale l'article du Code de la sécurité sociale afin d'y inclure l'aide à mourir pour le public éligible, donc les majeurs. Il s'agit d'exigences légistiques. Supprimer cet article reviendrait à priver les moins de 18 ans d'une partie considérable des remboursements de la sécurité sociale pour tous les soins de santé. L'article 19 s'assure qu'il n'y ait aucun reste à charge pour les assurés et que le recours à l'aide à mourir ne soit pas un motif d'exclusion et de garantie dans les contrats de prévoyance en matière de décès. Je suis donc surprise de l'incohérence de nos collègues les plus attachés à la protection du capital privé et à sa transmission familiale, qui veulent là qu'une personne décédée après une aide à mourir ne puisse voir son contrat de prévoyance décès revenir à sa veuve ou à son veuf ou à ses enfants. Comprenne qui pourra. À mes yeux, l'égalité exige au contraire que le choix d'une aide à mourir soit fait librement, sans considération du coût individuel, ni des conséquences pour les ayants droit. Je voudrais conclure en saluant le travail mené par le rapporteur Olivier Falorni et mes co-rapporteurs. Je salue la mobilisation et l'intérêt de la société civile sur ces questions, le travail des associations et de la Convention citoyenne sur la fin de vie, ainsi que les interpellations des soignants, des citoyens, ont nourri notre réflexion sur le sujet ces dernières années. Chers collègues, grâce à ces propositions de loi, nous avons l'opportunité de garantir à chacune et chacun une fin de vie apaisée, parce que choisie librement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. La parole est à présent à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Bonjour Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, tous dans cet hémicycle, nous partageons, je pense, la volonté de soulager la souffrance des malades en fin de vie. En revanche, pour y parvenir, les moyens divergent. Nous sommes donc appelés à débattre d'un sujet extrêmement sensible, un sujet éthique, un sujet médical, un sujet juridique, un sujet qui appelle de notre part humilité et humanité. Et c'est là l'honneur du Parlement, que de s'emparer des sujets les plus graves, les plus bouleversants, et de trouver le point d'équilibre respectant les attentes des uns, les préventions, voire les oppositions des autres. J'ai à nouveau l'honneur de m'exprimer à cette tribune pour porter cette question qui touche chacune et chacun d'entre nous. Une question intime à laquelle nul ne peut rester étranger. C'est à la fois une femme, une fille, une mère, une élue, que les expériences de la vie ont fait évoluer, qui aborde ce débat avec toute l'humilité que requiert le sujet. Pour reprendre les mots du président de la République, la fin de vie est un vertige qui bouscule, un vertige qui interroge, qui convoque des convictions intimes et personnelles, souvent profondes. Les Français se sont saisis de ce débat parce qu'il les concerne profondément. Tous savent qu'un jour, ils pourraient y être confrontés, pour eux-mêmes ou pour un proche. Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs les députés, je suis animée par la conviction que le Parlement doit pouvoir débattre en conscience de cette question essentielle. Comment traitons-nous la vie qui prend fin ? Refuser ce débat alors que l'état de notre droit ne répond pas à toutes les situations, c'est laisser celles et ceux qui attendent sans réponse. C'est fermer les yeux devant une souffrance à laquelle seuls et ceux qui le peuvent trouvent une issue en partant à l'étranger. C'est quelque part manquer à notre devoir d'écoute et d'humanité. Le fait générateur, je souhaite le rappeler au moment où nous commençons nos débats, est la maladie. Et c'est la maladie in fine qui entraîne la mort. Ce n'est pas l'âge, c'est bien la maladie qui entraîne la mort. Je le répète en conscience dans notre société vieillissante. Je sais l'implication de nos médecins, de nos équipes soignantes. Je voudrais rappeler l'importance des soins palliatifs, idée partagée par tous dans cet hémicycle. Oui, nous devons garantir un accès aux soins palliatifs
partout sur le territoire. C'est tout le sens de la première proposition de loi déposée par Annie Vidal, adossée à la stratégie décennale que j'ai eu l'honneur d'initier. L'accompagnement et la prise en charge de la douleur sont encore très largement insuffisants. Conscient que la loi Claes-Leonetti de 2016 ne répond pas à toutes les situations, nous devons proposer une autre réponse, strictement fondée sur 5 conditions cumulatives et précises, bien encadrées, pour que les patients dont rien ne peut plus apaiser la souffrance, malgré tous les accompagnements possibles aujourd'hui, puissent avoir la liberté de choisir leur fin de vie. C'est ce que permet la seconde proposition de loi portée par Olivier Falorni et beaucoup d'entre vous depuis de nombreuses années. Ces 2 textes ne s'opposent pas, ces 2 textes ne se contredisent pas. Ils sont le fruit d'un travail collectif, celui des sociétés savantes, du rapport du professeur Franck Chauvin, de la Convention citoyenne, du Comité consultatif national d'éthique, de plusieurs semaines de débats parlementaires en commission, en séance, de nouveau en commission. Ils reposent sur un même socle, assurer une prise en charge continue de la douleur, dans le respect de la dignité de chacun, en tenant compte de la volonté exprimée par le patient. Depuis plusieurs années, cette question traverse notre société. Elle nous confronte à l'indicible. Comment mieux accompagner celles et ceux qui approchent de l'inéluctable? Comment leur offrir la fin de vie la plus digne possible? Comment leur tendre la main pour qu'ils puissent choisir librement et avec discernement la manière dont ils souhaitent être accompagnés? Ces questions dépassent largement les clivages partisans. Elles échappent aux appartenances politiques. Car aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, nous cherchons une réponse humaine à une souffrance humaine. Ces 2 propositions de loi, dans le prolongement du projet de loi que j'ai porté l'an dernier, sont animées par une même ambition: offrir à chacun une fin de vie digne dans le respect de son autonomie. Alors, sur la proposition de loi concernant les soins palliatifs, comme beaucoup d'entre vous, j'ai visité des unités de soins palliatifs. Comme vous, j'ai écouté des patients, des familles, des soignants, des amis, des proches, des femmes et des hommes confrontés probablement à l'un des moments les plus éprouvants de leur vie. Des malades entourés de professionnels engagés, portés par une humanité admirable. À leur côté, j'ai vu la tendresse, la dignité, la douleur aussi, des souffrances parfois insoutenables. La semaine dernière encore, j'étais à Jean Jaurès à Paris, auprès des patients et des équipes de soins palliatifs. Je veux ici saluer l'engagement de celles et ceux qui accompagnent jusqu'au bout, avec une force tranquille, avec une infinie bienveillance. Développer les soins palliatifs, c'est affirmer que la République ne détourne jamais le regard de la souffrance. Et pourtant, aujourd'hui encore, l'accès aux soins palliatifs reste inégal selon les territoires. C'est un déchirement pour les familles, c'est un échec pour la puissance publique. Face à cette réalité, nous prenons nos responsabilités. Votre rapporteur Annie Vidal vient de le rappeler. Nous agissons, même si le temps est trop long. Il y a 1 an, nous avons lancé une stratégie décennale pour les soins d'accompagnement, adossée à un financement inédit, 1 milliard d'euros sur 10 ans. La dernière loi de financement de la sécurité sociale en porte déjà la traduction concrète, avec 100 millions d'euros supplémentaires chaque année. Notre ambition est claire, garantir à chaque Français, quel que soit son âge, quel que soit son lieu de vie, un accès effectif aux soins palliatifs. Dès 2024, cette stratégie a commencé à produire ses effets, notamment au domicile, car nous savons combien de nos concitoyens souhaitent être accompagnés aussi longtemps que possible dans le cadre familier de leur vie quotidienne. Plus de 17 000 visites longues ont été assurées chaque trimestre par les médecins de ville pour offrir un accompagnement renforcé à domicile. L'hospitalisation à domicile a connu une hausse de 22% du nombre de patients pris en charge. Des équipes d'intervention rapide ont été déployées, capables d'intervenir en quelques heures auprès des patients. 420 équipes mobiles de soins palliatifs sont désormais actives sur tout le territoire, apportant leur expertise aux soignants comme aux familles.
À l'hôpital, également, le renforcement de l'offre s'est poursuivi. Le nombre de lits identifiés en soins palliatifs a progressé. 13 départements jusque-là dépourvus d'unités spécialisées en ont ouvert ou en ouvriront dans les prochains mois. Je pense au Cher, aux Ardennes, aux Vosges, à l'Orne, à la Corrèze, au Lot, aux Hautes-Pyrénées, à la Lozère, à la Guyane, à la Sarthe, à l'Eure-et-Loire, aux Pyrénées-Orientales et à la Meuse. 2 premières unités pédiatriques de soins palliatifs ouvriront cette année. En parallèle, et c'est indispensable, nous investissons dans la formation, levier décisif pour faire émerger une véritable culture palliative. Plus de 100 postes ont été ouverts pour la rentrée universitaire 2024-2025, posant les bases d'une filière dédiée. Avec Yannick Neuder, nous savons qu'il faut continuer, voire accélérer autant que possible. C'est tout notre engagement. Nous devons également mieux faire connaître les droits des patients. Une campagne nationale d'information sera lancée cette année sur la désignation de la personne de confiance et sur la rédaction des directives anticipées. Nous devons désormais aller plus loin dans l'accompagnement et dans l'organisation des soins. C'est tout l'objet de la proposition de votre rapporteur Annie Vidal, qui reprend le cœur du texte gouvernemental autour de 3 priorités structurées. La création d'organisations territoriales dédiées aux soins palliatifs et à l'accompagnement pour garantir un accès effectif partout en France. La mise en place d'une formation spécifique pour les professionnels du soin et de l'accompagnement et la généralisation du plan personnalisé d'accompagnement pour assurer un suivi cohérent et respectueux des volontés des patients. Ce plan ne sera en aucun cas un document de plus. Il sera le fruit d'un véritable dialogue entre le soignant et le patient. Les professionnels sont unanimes. Cet échange à cette étape de la maladie est indispensable. Chaque patient a des attentes spécifiques et doit pouvoir les exprimer pour que son parcours soit le mieux adapté possible. Je souhaite, mesdames et messieurs les députés, préciser clairement que ce plan ne contiendra aucune mention de l'aide à mourir. Votre rapporteur François Gernigon l'a rappelé tout à l'heure. Ce n'est ni la vocation ni le moment opportun pour aborder cette question. Parmi les avancées majeures du texte figure le développement de structures d'hébergement à taille humaine offrant une alternative au domicile. Elles permettront d'accueillir des patients pour des séjours temporaires ou plus longs, tout en respectant pleinement leurs souhaits d'accompagnement. Je le redis, le personnel de ces structures n'a pas vocation à pratiquer l'aide à mourir. Si un patient formulait une telle demande, elle serait instruite dans les mêmes conditions que s'il était à son domicile, conformément au cadre prévu par la loi. Mesdames et messieurs les députés, ce texte adopté à l'unanimité en commission, nous espérons qu'il le sera également en séance publique. Nous partageons une exigence, celle d'être à la hauteur des attentes des Françaises et des Français sur ce sujet. Je voudrais maintenant venir sur la proposition de loi sur l'aide à mourir. C'est l'attente de certains de nos concitoyens qui nous conduit à regarder les limites du cadre actuel pour certaines situations de fin de vie. J'entends bien sûr toutes celles et ceux qui demandent pourquoi légiférer à nouveau. La loi Claes-Leonetti existe déjà. La sédation profonde et continue jusqu'au décès est une avancée majeure et cette loi du 2 février 2016 doit être aujourd'hui mieux connue, mieux appliquée. Mais il ne s'agit pas, et je voudrais le rappeler ici, d'un acte anodin. La sédation profonde et continue, lorsqu'un patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé en fait la demande, génère l'arrêt des traitements, de tous les traitements, y compris la nutrition, et l'endormissement irréversible. C'est donc une démarche lourde qui accompagne inéluctablement vers la mort. Les 2 auteurs de ce texte de loi, auxquels je redis mon respect et mon attachement, n'en partagent pas la même lecture. Pour Alain Claes, que je salue et que je cite, ce n'est pas un acte létal, mais c'est déjà de l'aide à mourir. On ne se réveille pas. Pour Jean Leonetti, je cite, « C'est une façon de soulager les souffrances du malade. Dormir n'est pas mourir. » Les professionnels de santé que j'ai rencontrés m'ont précisé que cette pratique reste aujourd'hui peu utilisée. L'accompagnement global et la prise en charge de la douleur en soins palliatifs répondent dans de nombreux cas aux besoins des patients. Mais cette loi, je le redis, ne répond pas à toutes les situations. Même avec une prise en charge palliative exemplaire,
certains patients restent confrontés à des douleurs physiques réfractaires et à une perte d'autonomie vécue comme une atteinte insupportable à leur dignité. Ne devons-nous pas entendre ces patients, connaissant l'évolution plus que probable de leur maladie, qui considèrent que c'est à eux de déterminer s'ils souhaitent ou non subir ces situations? Oui, mesdames et messieurs les députés, cette question est lourde, elle est même vertigineuse. Mais parce qu'elle est vertigineuse, devons-nous la repousser ou bien devons-nous chercher ensemble une réponse? C'est la question évoquée à l'instant par le rapporteur général Olivier Falorni. C'est tout le sens de sa proposition de loi relative à l'aide à mourir. Il est des souffrances qu'aucun traitement aujourd'hui ne peut plus apaiser. Il est des parcours où les soins palliatifs, malgré leur qualité, ne suffisent pas. Il ne s'agit pas d'opposer la vie et la mort. Il ne s'agit pas davantage d'opposer les soins palliatifs et l'aide à mourir. Il ne s'agit pas non plus d'opposer la sédation profonde et continue et l'aide à mourir. Pour l'immense majorité des patients, la question d'une sédation profonde ou d'un recours à l'aide à mourir ne se posera pas parce que oui, les soins palliatifs suffiront à apaiser leur souffrance jusqu'au terme de leur vie. Mais pour les autres, la question reste entière. La souffrance de cette fin de vie n'est pas apaisée. Mesdames et messieurs, comme vient de nous interpeller votre rapporteure Brigitte Lizotte, avons-nous le droit de ne pas penser à ces malades? N'est-ce pas, en quelque sorte, une forme d'abandon? N'est-ce pas notre devoir que de rechercher une autre réponse, une autre forme d'accompagnement dans le cadre d'une fin de vie d'un patient qui nous le demande? Si certains expriment en conscience la volonté d'accéder à l'aide à mourir, notre responsabilité sera de leur garantir une réponse médicale claire dans un cadre strictement encadré, fondé sur le respect de leur discernement, de leur volonté, de leur dignité. Un cadre clair avec des principes non négociables et des lignes à ne pas franchir. Voilà, mesdames et messieurs les députés, ce qu'il nous appartient de construire. Voilà ce que pourrait être le modèle français de la fin de vie. Je le redis, c'est une lourde responsabilité et je veux fixer devant vous les limites essentielles de cette aide à mourir. Premièrement, l'aide à mourir ne s'adressera qu'aux patients en phase avancée d'une maladie grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé. La phase avancée vient d'être définie par la Haute Autorité de Santé comme l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé qui affecte la qualité de vie. Le gouvernement proposera d'inscrire dans la loi cette définition de la phase avancée issue des travaux de la Haute Autorité de Santé. Cette définition confirme que l'aide à mourir sera réservée à des patients en fin de vie répondant à l'ensemble de critères cumulatifs après leur avoir proposé des soins palliatifs et un accompagnement. L'avis de la Haute Autorité de Santé est utile. Aucun critère temporel individuel ne peut fonder une approche satisfaisante. Ni moyen terme, ni aucune autre alternative ne sont jugées pertinentes. Deuxièmement, l'autonomie du patient doit rester au cœur de notre réflexion. Pour que cette autonomie soit réellement garantie, jamais l'aide à mourir ne pourra être proposée, suggérée ou encouragée. C'est un choix intime et réitéré que seule la personne malade, dans son fort intérieur, peut formuler. Pour que cette autonomie soit respectée, le texte initial prévoyait que le patient s'administre lui-même la substance létale. Ce n'est que dans de rares exceptions, lorsque l'état physique du patient ne le permet pas, qu'un professionnel de santé pourrait intervenir. La Commission est revenue sur cet équilibre. Je porterai le rétablissement de la rédaction initiale. L'auto-administration doit rester la première intention. Aussi, garantir l'autonomie suppose de laisser au patient un temps de réflexion incompressible une fois la demande acceptée par le médecin. Ce délai de 48 heures inscrit dans le projet initial est une garantie supplémentaire. Le rétablir me paraît une nécessité. Troisièmement, le discernement du patient doit être plein et constant tout au long du processus, au moment de la demande, dans les jours et les semaines qui suivent, jusqu'à l'instant même de l'administration de la substance létale.
Comme je m'y étais engagée, j'ai saisi le Comité consultatif national d'éthique. L'avis rendu est sans ambiguïté. Pour que l'aide à mourir reste fidèle à la dignité humaine, le patient doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée à chaque instant de la procédure. Aucune demande d'aide à mourir ne pourra être formulée par l'intermédiaire des directives anticipées. Quatrièmement, les conditions d'accès doivent être strictement encadrées et strictement définies. L'aide à mourir ne pourra pas être accordée aux personnes majeures, ne pourra être accordée qu'aux personnes majeures de nationalité française ou résidant de manière stable et régulière, atteintes d'une affection grave et incurable avec pronostic vital engagé, souffrant de douleurs devenues insupportables et réfractaires au traitement, exprimant leur volonté de manière libre et éclairée. Ce sont autant de garanties. En modifier un seul reviendrait à déséquilibrer l'ensemble du dispositif. Je tiens évidemment à saluer le travail de votre commission qui les a sanctuarisés et à remercier les rapporteurs, les députés qui ont contribué à les préserver. Un consensus s'est dégagé sur ces 5 critères. Mais pour garantir leur efficacité, ils doivent être définis avec précision dans la loi, pour que le corps médical puisse se prononcer en toute clarté, pour que les patients puissent bénéficier d'un dispositif strictement encadré, pour que ce texte soit applicable, pour que les médecins puissent accueillir les demandes dans un cadre sécurisé. Les critères doivent être objectifs, les garanties incontestables. Certains d'entre eux pourront encore être précisés. C'est tout le sens du débat qui s'ouvre aujourd'hui, comme le rappelle le rapporteur Stéphane Delautrette. Cinquièmement, la liberté des médecins doit être garantie, tout comme la collégialité des décisions. J'entends les inquiétudes exprimées par les soignants. Ils sont les premiers visages de l'humanité dans l'épreuve et rien ne peut se faire sans eux. Leurs préoccupations doivent être pleinement prises en compte. Je veux être parfaitement clair. L'aide à mourir n'est pas un renoncement aux soins, pas plus que la sédation profonde et continue ne l'est aujourd'hui. Il s'agit de reconnaître que malgré l'engagement exemplaire des soignants, certains patients ne trouvent aucune réponse dans le cadre existant. Mesdames et messieurs les députés, ce que nous vous proposons, c'est de prolonger la main tendue de la médecine jusqu'au bout, jusqu'au moment où, dès lors que la personne le peut, si elle le souhaite, elle la lâchera en paix. Le respect de la clause de conscience est un principe absolu. Aucun professionnel de santé ne sera jamais contraint d'accomplir un acte contraire à ses convictions. C'est une ligne rouge et je souhaite qu'elle le reste. Toute demande d'aide à mourir devra faire l'objet d'une évaluation collégiale dans un cadre défini. La possibilité d'un 3e avis médical a été évoquée. Je suis favorable à un renforcement de cette collégialité, comme votre rapporteur Laurent Pagny-Fous. Aucun soignant ne doit se trouver seul face à la demande d'un patient. En conclusion, mesdames et messieurs les députés, j'ai suivi les débats en commission rappelés par votre rapporteure Élise Leboucher. Je suis pleinement consciente que certains points appellent encore des clarifications. Le gouvernement prendra pleinement sa part dans la discussion en séance publique pour faire en sorte que ces textes soient équilibrés et portés par la majorité la plus large possible. Cela suppose de faire progresser notre réflexion vers un consensus éclairé. Toutes les convictions méritent écoute et respect. Malgré nos différences, nous pouvons chercher un chemin commun. Les mots de ce débat, mesdames et messieurs les députés, sont graves. Accompagnement, douleur, fin de vie, maladie, soins, souffrance, mort. Ils nous invitent à répondre à cette question fondamentale. Comment garantir la liberté de sa fin de vie aux malades dans le respect et la dignité alors que la situation est devenue irréversible? Je vous propose, malgré nos différences, de rechercher ce chemin commun, car ce débat ne se résume pas à un choix entre la vie et la mort. Il nous invite à répondre à une question fondamentale. Comment accompagner au mieux chaque fin de vie dans le respect et la dignité de chaque parcours? Je veux redire aux soignants, vous ne serez jamais seuls.
Nous serons à vos côtés pour vous accompagner, vous former, sécuriser vos pratiques. Je veux dire aux patients et à leurs familles, vous êtes entendus. Votre souffrance et votre parole sont au cœur de ces textes. Et enfin, je veux dire aux Français, le Parlement sera au rendez-vous de ses responsabilités. Merci beaucoup, Madame la Ministre.